Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Nina Etmanska et je suis assistante au Centre Perelman de philosophie de droit et aussi assistante pour ce cours de théorie des droits. Et aujourd'hui, j'aurai plaisir de vous parler des dispositifs algorithmiques utilisés dans la gestion des migrations en Europe. Et plus particulièrement, je vous raconterai dans études de cas sur ETIAS, le système européen d'information et d'autorisation. Avant de commencer ma présentation, je voudrais remercier le professeur Benoît Friedman de me donner l'opportunité de m'adresser aujourd'hui à vous, présents dans l'auditoire MAN, dans le cadre du cycle de conférences intitulé « Les contrôles des algorithmes dans l'état de droit ». Bonjour. Mon exposé s'appuiera sur l'article « The Risks of Trustworthy AI, The Case of ETIAS » que nous avons écrit ensemble avec mes deux collègues assistants Nathan Génicaud et Charlie Derave. Cet article apparaîtra prochainement dans la revue European Journal of Risk Regulation, mais nous l'avons déjà mis à votre disposition sur l'université virtuelle. Je tiens donc à préciser qu'il s'agit d'un travail que nous avons réalisé en commun et que toutes les informations, réflexions et interrogations que je présenterai aujourd'hui sont des fruits de ce travail en commun. Et j'invite d'ailleurs Charlie et Nathan à intervenir ou compléter mon exposé si le juge opportun. L'histoire de cette recherche a commencé il y a 1 an, quand on nous a demandé, juste comme nous vous le demandons aujourd'hui, de réaliser une étude de cas portant sur un dispositif algorithmique. Cette démarche s'inscrit pleinement dans l'approche pragmatique telle que promue à l'école de Bruxelles et au Centre Perelman. Il s'agit de donner la primauté à l'objet, étudier la règle juridique non pas en abstrait, mais regarder les effets qu'elle produit dans son application. Bref, faire des études de cas justement. Parce que c'est aussi votre tâche aujourd'hui, je voudrais vous raconter cette étude étape par étape, vous faire entrer dans la cuisine des recherches et enfin partager avec vous les résultats de cette étude. Donc vous pouvez voir ici les plans de mon exposé. Pour les personnes qui ont eu l'occasion de regarder l'article, vous allez voir que ces plans ne reflètent pas tout à fait la structure de notre article. J'ai décidé de passer moins de temps sur la partie descriptive portant sur la structure générale d'ETIAS, les processus législatifs et les paysages institutionnels. Je vous renvoie à l'article pour cette partie-là. En revanche, je veux parler un peu plus longuement sur l'algorithme de profilage mis en œuvre par ETIAS et nous allons essayer d'entrer ensemble à la boîte noire de cet algorithme. Donc, mon exposé durera environ 1 heure et sera suivi d'environ 45 minutes de discussion. Si vous avez des questions de compréhension, de précision, n'hésitez pas à m'interrompre et poser ces questions immédiatement. Pour toutes d'autres questions, merci de les garder pour la discussion. Et je vous encourage d'ailleurs de poser ces questions, parce qu'on tient compte aussi de votre participation dans le cadre de ce séminaire. Et il est probable d'ailleurs que moi aussi, je vais vous adresser quelques questions au cours de mon exposé. Commençons donc par notre objet d'étude. ETIAS, le système européen d'information ou European Travel Information and Authorization System, est mis en place par le règlement du 12 septembre 2018, un système informatique qui fournira une autorisation de voyage aux étrangers dispensés de visas qui veulent se rendre dans l'espace Schengen. ETIAS impose donc une nouvelle condition d'entrée aux citoyens non européens qui pouvaient jusqu'ici entrer dans l'espace Schengen sans aucune autorisation préalable. C'est dans la définition d'exemption de visa. Lorsque ETIAS sera opérationnel, c'est ce qui est prévu pour la fin de l'année 2022, tout voyageur dispensé de visa sera contraint de se munir d'une autorisation délivrée sur la base d'une évaluation des risques en matière de sécurité, d'immigration illégale et ou des risques épidémiologiques. Cette évaluation des risques sera réalisée par un algorithme de profilage appelé les règles d'examen ou screening rules dans la nomenclature du règlement. Il s'agit d'une étape majeure dans l'utilisation des technologies numériques à l'échelle européenne parce que ETIAS constitue le premier dispositif de profilage des risques automatisé qui sera utilisé par l'Union européenne
par l'Union européenne dans la gestion des migrations. Et en effet, c'est énorme parce que 1,4 milliard de personnes, soit 18% de la population mondiale, sera potentiellement concernée par ces dispositifs. Vous pouvez voir ici la liste des pays exemptés des visas. Pourquoi avons-nous décidé de nous intéresser à cet objet? Pourquoi ETIAS? D'abord, nous étions frappés par la prolifération du langage éthique et moralisant, du discours normatif, dans le discours normatif et juridique sur l'intelligence artificielle au niveau européen. Grégory Lefkovitch, que vous auriez occasion d'entendre plus tard dans le cadre de ce cycle de conférences, parle à ce titre d'un moment éthique d'intelligence artificielle. À titre d'exemple, nous pouvons lire dans la communication de la Commission européenne intitulée « Renforcer la confiance dans l'intelligence artificielle axée sur le facteur humain », une phrase suivante. « Confiance est une condition indispensable pour une approche d'intelligence artificielle axée sur le facteur humain. L'intelligence artificielle est un outil qui doit se mettre au service des citoyens pour accroître, en définitive, le bien-être de l'être humain. Pour atteindre cet objectif, il faut que l'intelligence artificielle soit digne de confiance, ou en anglais, trustworthy AI. Cette intelligence artificielle digne de confiance, nous dit la Commission, doit correspondre à plusieurs exigences telles que facteur humain et contrôle humain, robustesse technique et sécurité, respect de la vie privée et gouvernance des données, transparence, diversité, non-discrimination et d'autres éléments que vous voyez ici sur ce tableau qui provient des matériaux de la Commission. Dans le plan coordonné sur l'intelligence artificielle, la Commission nous promet d'exporter ces valeurs dans le monde entier. Nous sommes en phase donc d'un vrai projet civilisationnel. C'est donc et cette même approche est également très présente dans la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle dont Arnaud Van Weyenberg et Louise Froment vous parleront plus tard. Bien, ce Ecosystem of Trust et Trustworthy AI font rêver, mais de quoi vraiment s'agit-il? Et nous avons observé que parallèlement à ces efforts pour créer un écosystème de confiance et pour développer une approche à l'intelligence artificielle centrée sur l'humain, l'Union européenne s'est beaucoup intéressée à l'usage des technologies numériques dans la mise en œuvre de ses propres politiques, notamment en matière de gestion de la migration. En effet, depuis les années 1990, l'Union européenne a mis en place une véritable infrastructure numérique qui comprend de divers systèmes d'information et bases de données dont le but d'étendre la surveillance et le contrôle de la circulation des ressortissants des pays tiers dans l'espace Schengen. Et ETIAS est un exemple de cette tendance. Nous avons décidé donc, dans l'approche pragmatique, d'étudier non pas les normes et valeurs abstraites promues par l'Union européenne en matière d'intelligence artificielle, mais regarder les réalisations sur le terrain, c'est-à-dire dans l'usage de nouvelles technologies par les institutions européennes. ETIAS se prêtait à l'exercice que nous entendions d'entreprendre pour trois raisons. Premièrement, ETIAS sera, à notre connaissance, le plus grand système d'information mis en œuvre par l'Union européenne. Deuxièmement, il est intéressant de s'intéresser à ce genre de dispositifs automatisés de profilage algorithmique parce qu'ils connaissent un essor dans la société actuelle, particulièrement en ce qui concerne le système bancaire, la santé, l'éducation, la sécurité, etc. Et troisièmement, nous avons un intérêt de regarder de près de nouveaux outils de surveillance déployés à la frontière en raison d'une tendance bien connue. D'abord, les techniques invasives sont testées sur les étrangers pour ensuite être étendues sur les parties les plus précarisées de la population générale pour enfin être déployées sur l'ensemble de la société. Nous pouvons donc considérer que cette numérisation des frontières est un laboratoire de surveillance numérique de la population. Et donc, avant d'entrer dans les vifs du sujet, je voudrais juste
dire quelques mots sur le contexte général dans lequel ETIAS s'inscrit, pour qu'on puisse mieux comprendre les enjeux derrière sa mise en place. Donc d'abord, l'européanisation des frontières et des politiques migratoires. L'histoire européenne des systèmes d'information sur les étrangers s'inscrit pleinement dans l'histoire des constructions de l'espace de libre circulation Schengen et l'histoire de l'intégration européenne toute court. Cette histoire commence en 1985 avec la signature du premier accord Schengen, où une certaine perte du contrôle souverain sur les frontières intérieures a dû être compensée par renforcement des contrôles sur les frontières extérieures de l'Union européenne. Et ce renforcement de la coopération aux frontières externes concernait notamment la lutte en matière de l'immigration irrégulière. Ensuite, la sécurisation des frontières. Avec la migration considérée tantôt comme un risque terroriste, tantôt démographique et culturel, la réponse constituait à recourir à des solutions militaires. On voit des moments forts qui ont façonné d'ailleurs le développement de ETIAS. D'abord les attentats à New York en 2011, à Paris 2015, à Bruxelles 2016, et ensuite la crise des frontières en 2015. Troisièmement, la numérisation des frontières. Donc, grâce à la sécurisation, les frontières deviennent les lieux privilégiés d'investissement public dans l'industrie d'armement et high-tech. Donc, on y teste des drones, des caméras de surveillance, de reconnaissance faciale, les outils d'identification biométrique. En plus, on voit dans plusieurs pays au monde, comme par exemple au Royaume-Uni ou au Canada, des outils de décision automatisés quant aux demandes d'asile ou des demandes de visa. Ensuite, quatrièmement, on est face à une privatisation des frontières. On comprend donc pourquoi la surveillance des frontières s'est muée en ces dernières années en business hautement profitable. Les agences d'études des marchés prévoient une croissance annuelle du marché de la sécurité des frontières comprise entre 7,2 et 8,6%. L'expansion la plus importante concerne les marchés mondiaux de la biométrie et de l'intelligence artificielle. Le marché de l'intelligence artificielle dans la sécurisation des frontières devrait atteindre 190 milliards de dollars en 2025. Et finalement, la transformation technique s'accompagne d'une transformation idéologique. On observe donc un changement de paradigme du contrôle des migrations, donc du contrôle réactif axé sur les individus concrets. On passe au management des migrations ou à la gestion migratoire qui est proactif, axé sur les populations migration potentielles. Et donc, vous allez voir que toutes ces tendances s'illustrent très bien dans le cas de ETIAS. Il faut donc bien comprendre que ETIAS s'inscrit dans une mosaïque de surveillance numérique déjà existante. Il constitue une pièce de plus dans cette mosaïque, une pièce de plus dans cette puzzle. À ce jour, il existe 6 systèmes d'information sur les ressortissants des pays tiers dans l'Union européenne. 3 parmi ces 6 systèmes sont opérationnels à ce jour et 3 autres verront le jour prochainement. Donc d'abord, le système d'information Schengen Information System, SIS-2, permet aux autorités nationales d'avoir accès à des signalements des personnes et des biens lors des contrôles aux frontières. Donc, c'est une base de données qui regroupe des alertes de sécurité sur des personnes suspectes, recherchées et autres. Ensuite, Eurodac, que certains d'entre vous auront occasion d'étudier dans les détails dans le cadre de votre cas d'étude, a été établi dans le cadre du système de Dublin, mis en place d'abord par la Convention, ensuite le règlement de Dublin, et au début servait un objectif tout simple, permettre à identifier un État membre responsable pour le traitement de la demande d'asile déposée par une personne dans un des États membres européens.
À ce premier objectif, très bientôt, on a vu s'en ajouter d'autres. Donc aujourd'hui, dans Eurodac, on regroupe également les empreintes digitales de toutes les personnes en situation irrégulière. Et une nouvelle réforme est en cours et on prévoit utiliser cette base de données aussi pour faciliter les expulsions. Troisième système d'information opérationnel à ce jour, c'est le système d'information sur les visas, Visa Information System ou VIS, qui collecte toutes les données relatives aux demandes de visas de court séjour afin de mettre en œuvre la politique commune des visas. Et donc, à la suite de la crise dite migratoire de 2015 et des attentats terroristes à Paris et à Bruxelles, 3 d'autres systèmes d'information de l'Union européenne à grande échelle ont été créés. Donc, ils ne sont pas encore fonctionnels. Il s'agit des EES, Entry-Exit System. Donc, c'est une base de données qui va regrouper tout état de données sur toute personne qui pénètre sur le territoire Schengen pour la raison de court séjour. Et ensuite, ETIAS, dont je vous parlerai dans un moment, ainsi que ECRIS-TCN, le système européen d'information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants des pays tiers. On est donc face à un système, à une mosaïque qui est très complète, parce qu'en effet, toute catégorie des étrangers s'y retrouve, mais qui est très éclaté, très fragmenté. Ça va à l'encontre, en fait, de l'objectif premier des institutions européennes. Et pour remédier à cette fragmentisation, qui a été parfois perçue comme un handicap, un nouveau concept est entré dans l'agenda européen, le concept de l'interopérabilité. Il est intéressant d'observer que l'interopérabilité, avant de devenir un concept dans la gouvernance administrative et un moyen politique dans la gestion des migrations, a été une notion en informatique. L'interopérabilité dénote la capacité de communiquer, d'exécuter des programmes ou de transférer des données entre diverses unités fonctionnelles d'une manière qui exige de l'utilisateur qu'il ait peu ou pas des connaissances des caractéristiques uniques de ces unités. Nous pouvons dire colloquialement que l'interopérabilité, c'est la capacité des systèmes informatiques de parler entre eux, d'échanger des informations. Donc, je vous épargnais les détails de ces 3 répertoires de données prévus par les 2 règlements interopérabilité 1 et 2. Ce qu'on peut retenir, c'est le fait que dans le cadre du CIR, donc le répertoire commun de données d'identité, il existera un fichier individuel pour chaque personne enregistrée dans une ou plusieurs bases de données. On peut en conclure que le développement des systèmes d'information européenne suit la logique suivante. D'abord, une base de données est établie afin d'atteindre les objectifs d'un système juridique spécifique, comme les SIS pour la zone Schengen ou les VIS pour la politique commune des visas. Et ensuite, à cet objectif primaire s'en ajoutent d'autres, notamment la lutte contre l'immigration irrégulière et l'application de la loi répressive. Par conséquent, la portée, mais aussi le type de données recueillies sont étendus. Et troisièmement, grâce à l'interopérabilité, l'utilisation des données personnelles sera rattachée à de nouvelles finalités qui n'ont pas du tout été prévues à la base dans les instruments juridiques respectifs. Et donc, Niovi Vavoula, qui est spécialiste de droit de protection des données dont les droits des étrangers, parle de data greediness, donc juste en fait la disponibilité des données fait qu'on ajoute toujours de nouveaux dispositifs qui permettent de les compléter et exploiter. C'est d'ailleurs un objectif qui est nommé en fait à chaque fois qu'on met en place un nouveau règlement ou une nouvelle base de données, c'est la volonté de combler des vides dans le système d'information. On parle de filling in information gaps. Donc, c'est ce qu'on va atteindre, c'est un système où on saura tout sur tout le monde.
D'accord, on connaît déjà les contextes dans lesquels ETIAS s'inscrit. Nous pouvons donc commencer l'étude des cas proprement dit. Et comment on fait? Bien, en tant que juriste, on commence par la base légale. Et dans notre cas, c'est le règlement ETIAS adopté en 2018. Mais avant ce règlement, nous pouvons retrouver toute une série de documents qui nous éclaireront sur l'origine d'ETIAS. Et donc, la mise au point d'un système d'autorisation des voyages automatisé pour les ressortissants des pays tiers exemptés des visas a été envisagée par la Commission européenne pour la première fois en 2008. Ce système se dénommait alors EU-ESTA en référence à son homologue américain, états-unien. Donc il faut savoir que le Canada, l'Australie et les États-Unis ont déjà leur ETIAS aux États-Unis. Ça s'appelle ESTA et la Commission voulait avoir un ESTA européen. Ces projets a donné lieu à des avis très divergents, et notamment une réticence de la part du Parlement européen et de l'autorité de protection des données. Et le projet a été abandonné par la Commission en 2011. Donc la Commission a décidé d'écarter la mise en place de EU-ESTA car sa contribution potentielle au renforcement de la sécurité des États membres ne justifierait pas la collecte des données à caractère personnel et à pareille échelle. Il est intéressant d'observer que l'étude de faisabilité a été déléguée à une grande multinationale du consulting et d'audit PricewaterhouseCoopers. Et en fait, cette étude a été conclue par un nombre de contre-indications. Donc, PwC décourageait la Commission de mettre en œuvre ces plans. Mais il suffisait 5 ans pour remettre ce projet de EU-ESTA à la table. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2011 et 2016? Eh bien, ce sont les attentats à Paris et à Bruxelles, ainsi que les conflits syriens et ses conséquences migratoires. Et donc, ça a complètement changé la donne, mais aussi la manière dont les institutions européennes appréciaient la question de nécessité et de proportionnalité de ces systèmes. Et quand le projet a été remis à la table en septembre 2016, toutes ces réticences qui ont été présentées avant par le Parlement européen, par exemple, ont disparu. À nouveau, c'est PricewaterhouseCoopers qui s'est vu déléguer, commander une étude de faisabilité. Je vais faire une brève parenthèse à ce point parce que c'est aussi intéressant à retenir. PricewaterhouseCoopers a été listé parmi 20 d'autres grandes compagnies multinationales qui profitent de la militarisation des frontières. Et on peut lire notamment dans un rapport qui a été rédigé par la PwC en 2017, que la crise des migrants peut générer une variété des opportunités pour les business. Il est donc a priori inquiétant que cette même compagnie privée se voit déléguer 2 fois l'étude de faisabilité sur une mise en place d'un dispositif qu'ils ont potentiellement intérêt à voir mis en œuvre. Il est aussi intéressant de noter qu'en fait, on a eu 2 études de faisabilité, mais aucune étude d'impact n'a été commandée par la Commission. C'est-à-dire, on a déjà parti d'un a priori que l'ETIAS verra le jour. Et donc, la Commission européenne a repris, pour ne pas dire copier-coller, des fragments de cette étude de faisabilité juste 2 mois après qu'elle a été publiée, dont la proposition de règlement. Et cette proposition a été adoptée à la première lecture 2 ans après, le 12 septembre 2018. C'est ce qui a donné lieu donc à ETIAS. Puisque ETIAS n'est pas encore opérationnel, nous n'avons pas pu étudier son fonctionnement et les effets que le système produit.
Dans notre étude, nous nous sommes appuyés principalement donc sur ces règlements. Ces règlements étaient vraiment une matière première de notre recherche. Je vais donc essayer maintenant de vous décrire le processus décisionnel et le processus opérationnel d'ETIAS tel qu'il est décrit dans le règlement ETIAS. Donc, le règlement ETIAS stipule que tout ressortissant des pays tiers dispensés des visas qui souhaitent entrer sur le territoire d'un État membre doit remplir un formulaire en ligne. Il y aura aussi une application fournissant plus de 20 données personnelles, telles que les données d'identité commune, y compris les surnoms et la nationalité, les coordonnées, les domiciles ou les lieux de résidence, les documents de voyage, les lieux de naissance et les prénoms des parents, les niveaux d'éducation et la profession actuelle. Le demandeur est également tenu de répondre à 3 questions spécifiques concernant des éventuelles condamnations pénales antérieures, les séjours dans des zones de guerre ou de conflit, ou des décisions de retour ou d'interdiction au territoire dont il a pu faire objet. ETIAS examine ensuite la demande sur la base d'un traitement automatisé et individuel, nous sommes ici, afin de déterminer s'il y a une réponse positive, dénommée HIT, ou en d'autres termes, si les voyageurs présentent un risque. S'il n'y a pas de HIT, l'autorisation de voyage est automatiquement délivrée au demandeur. Si, au contraire, on a une décision positive, il y a un HIT, la demande est l'envoyer à l'unité nationale de l'État membre responsable d'examiner manuellement cette demande. Et donc, c'est cette autorité nationale qui sera chargée de délivrer ou pas l'autorisation au voyage si le système a déclenché le HIT. J'ai donc une question à vous poser en référence à ce que vous avez pu entendre lors du premier cours hier. Est-ce qu'il s'agit d'une décision individuelle automatisée au sens de l'article 22 du RGPD? Donc nous savons que l'article 22 du RGPD, de toute façon, il ne serait pas ici d'un grand recours parce qu'il dit, donc le paragraphe 2.b dit c'est interdit sauf quand c'est autorisé, et là on voit bien c'est autorisé, c'est dans le règlement européen, mais faisons abstraction de ces points-là, est-ce qu'il s'agit d'une décision automatisée? Oui. Donc je répète, une fois que la personne remplit le formulaire de demande en ligne, ce formulaire sera analysé par le système de traitement individuel automatisé. On va entrer dans les détails des 3 opérations que ce système va faire après. Donc pour l'instant, pour nous, il s'agit d'une boîte noire. Ensuite, on va essayer d'entrer à l'intérieur de cette boîte noire et voir comment le système prend la décision. Mais ces informations ne sont pas indispensables juste pour dire est-ce qu'il s'agit d'une décision automatisée ou pas. Donc sur la base de ces 3 opérations algorithmiques, le système va considérer si la personne présente, oui ou non, un risque en matière d'immigration irrégulière, épidémique ou de sécurité. Donc, si le système considère qu'effectivement la personne peut être considérée comme à risque, il y a un HIT, le système va renvoyer le dossier, va renvoyer la demande à une autorité nationale qui va examiner cette demande manuellement. Mais s'il n'y a pas de HIT, c'est le système qui va lui-même délivrer automatiquement l'autorisation. Et d'ailleurs, la Commission européenne nous dit dans la proposition qu'on estime que 95% des demandeurs vont se voir délivrer cette autorisation automatiquement. Je répète donc ma question. Est-ce qu'il s'agit ici d'une décision automatique tel qu'interdit par l'article 22 de RGPD, sauf que quand c'est permis, ou pas? Oui. Oui, c'est une décision automatique. Mais vous avez... Oui. Parce que je dirais que dans le cas, en fait, elle délivre une autorisation. C'est surtout dans le cas où il y a un no-hit qu'elle délivre une décision. Parce que dans le cas où il y a un hit, on pourrait toujours argumenter qu'il y a quelqu'un qui va vérifier derrière, que du coup, elle est juste un conseil à la décision. Mais dans le cas où elle délivre une autorisation, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui repasse derrière, elle a rendu une décision. Donc vous avez raison, il convient de différencier entre
la situation en a un hit ou pas, en fait, la décision positive, donc la décision d'autorisation sera toujours délivrée automatiquement, c'est donc une décision automatisée, mais par contre, la décision négative, donc de refus, c'est une décision qui n'est pas automatisée, parce que c'est l'autorité nationale qui va le faire, elle sera juste aidée à sa décision par le système d'information. Mais en même temps, on peut imaginer que c'est que les décisions négatives, donc les décisions de refus, qu'on voudrait contester. Personne ne voudra contester une décision d'autorisation. Oui. L'autorité nationale compétente, elle est obligée de vérifier chaque dossier ou c'est juste une aide et elle peut confirmer sans forcément vérifier les dossiers en parlant? Donc ça, c'est une très bonne question. Le règlement ETIAS dit que l'autorité nationale doit procéder à une évaluation souveraine et en aucun cas, elle ne peut juste copier-coller en fait la décision délivrée par le système d'information. Après, on peut quand même avoir des doutes concernant la réalisation de cette obligation, parce que vous avez déjà entendu parler hier des biais d'automatisation. On peut imaginer qu'un agent de l'autorité nationale aux frontières, quand il va recevoir les dossiers de la demande avec toutes ces données et ensuite la décision algorithmique, il ne va pas vraiment comprendre pourquoi le système d'information a considéré que la personne représente un risque et donc il est très probable qu'il va juste valider la décision prise automatiquement. Mais c'est une bonne question, donc la réponse est oui, l'autorité nationale est censée, en toute souveraineté, reconsidérer la demande manuellement. Oui. Pour être sûr qu'ils le fassent, est-ce qu'ils doivent motiver cette décision? Ça, c'est une autre très bonne question. En fait, les règlements, mais vous me corrigerez si je me trompe, n'apportent pas de précision. Donc, on sait que la décision administrative, et ici il s'agit d'une décision administrative individuelle, devrait être motivée. Mais il y a une question pratique. En fait, si vous êtes agent aux frontières qui travaille à cette autorité nationale chargée de délivrer cette décision, en fait, sur quoi allez-vous vous appuyer pour motiver cette décision? Vous ne savez pas en fait pourquoi la personne a été considérée comme dangereuse par le système. Et comme il n'y a pas des exigences spécifiques concernant la motivation de la décision dans les règlements, on peut imaginer qu'on sera face à des décisions stéréotypées standards. Est-ce que les autorités nationales ont le droit de demander des informations supplémentaires quand ils ont un dossier négatif? Vous voulez dire à la personne, au demandeur ou... Donc, au moment qu'ils reçoivent un kit, est-ce qu'ils doivent se baser uniquement sur l'information qui est contenue dans les formulaires ou bien est-ce qu'ils peuvent demander de l'information supplémentaire? Donc, ce serait l'information qui est contenue dans le formulaire et aussi l'information qui est contenue dans toutes les autres bases de données que le système ETIAS va consulter. On va entrer dans les détails juste après. Charlie, vous voulez compléter peut-être? Effectivement, ils peuvent demander des informations supplémentaires et ils peuvent même exiger de la personne un entretien avec cette personne. D'accord? Et donc cet entretien se fera à l'étranger, en général dans le consulat ou l'ambassade. Il y a une disposition spécifique dans le règlement qui est prévue s'ils souhaitent obtenir des informations supplémentaires. C'est ce qui nous montre en fait, merci beaucoup, c'est ce qui nous montre en fait qu'il s'agit bien d'une décision manuelle. Mais imaginons que vous avez intérêt à prouver qu'il s'agit quand même d'une décision automatique et que l'article 22 et d'autres garanties de RGPD s'appliquent. Est-ce que vous pouvez penser à des arguments qui nous conduiront à dire que même si c'est l'autorité nationale qui délivre la décision finale, il s'agit quand même d'une décision qui est automatisée. C'est un peu contradictoire de la manière dont je le dis, mais je pense que vous comprenez, oui. Justement, s'il n'y a pas d'exigence de motivation, on peut juste dire, si ça se trouve, ils n'ont même pas regardé mon dossier, donc la décision a été automatiquement remise comme confirmée comme étant... Oui, donc ça c'est le automation bias dont nous avons parlé. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Oui. Je me posais une question parce que les autorités nationales, si les informations qu'elles reçoivent se basent sur les deux premiers points, donc sur les listes, sur les watchlists et sur les données qui sont comprises dans les bases de données, à la limite, elles peuvent motiver
vérité, sur base de faits tangibles, alors que dans le troisième cas, c'est des suppositions, et donc on ne peut pas justifier, on ne peut pas vraiment motiver cette décision sur cette base. Vous avez tout à fait raison, et nous allons entrer plus dans le détail de ces systèmes opérationnels. Donc, nous allons voir à quoi chacune de ces trois opérations consiste, mais c'est vrai que dans le cadre de la troisième opération, donc du profilage proprement dit, ça devient beaucoup plus opaque. Je vais peut-être m'arrêter ici, parce que j'ai quand même le reste d'exposé, mais il y a une autre proposition intéressante dans la littérature qui est soulevée notamment par Ruben Beans et Michael Whale dans l'article « Is that your final decision? Multi-stage profiling selective effects and Article 22 of the GDPR » où les auteurs disent, si on voulait appliquer le raisonnement à cet exemple-là, parce qu'ils ne traitent pas de cet exemple précisément, en fait, le fait que le dossier sera renvoyé à l'autorité nationale qui va prendre la décision manuellement dépend quand même du traitement automatisé. Donc, autant que cette décision-là, tout au long, elle est manuelle, la décision qui la précède, une décision intermédiaire, elle est bien automatisée. Pour les personnes qui se verront délivrer l'autorisation d'entrée automatiquement, la décision est pleinement automatisée, mais pour les autres, c'est aussi la décision automatisée qui va faire qu'ils ne se verront pas délivrer cette autorisation automatiquement. Donc, merci pour la discussion. Je propose donc de continuer dans ce processus décisionnel. En cas de refus de l'autorité nationale, les demandeurs disposent d'un droit de recours dans un État membre qui a pris la décision. Néanmoins, l'effectivité de ces droits au recours semble remise en question par des difficultés pratiques liées à l'accès à des autorités judiciaires européennes depuis l'étranger, mais aussi par la question de motivation ou manque des exigences particulières en termes de motivation de la décision automatique ou pas que vous avez mentionné. Ensuite, les transporteurs, donc les transporteurs aériens, maritimes ou autocars, avant l'embarquement, ainsi que les autorités frontalières au point de passage frontalière, sont chargés de consulter le système d'information ETIAS pour vérifier si les voyageurs étrangers sont en possession d'une autorisation valable, puisqu'il s'agit ici d'une nouvelle condition d'entrée. Il reste de décrire le processus opérationnel du système d'information ETIAS, ou en d'autres termes, les opérations que le système effectue lorsqu'il examine la demande. On va donc entrer dans ce carré jaune ici. Et ces opérations sont de nombre de 3. Par la première opération, ETIAS lance une requête pour comparer les données de la demande à des données qui sont déjà enregistrées dans d'autres systèmes d'information que vous connaissez désormais. En d'autres termes, il s'agit de voir si la personne qui fait une demande ETIAS ne s'était pas déjà vue refuser l'entrée dans le cadre du Schengen Information, dans le cadre du Entry-Exit System, ou si elle ne fait pas objet d'un signalement dans le cadre du Schengen Information System. Ensuite, la deuxième opération consiste à comparer les données du demandeur avec la liste de surveillance ETIAS. Qu'est-ce que c'est cette liste de surveillance ETIAS? C'est une liste qui fiche les personnes, là je cite le règlement, les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction terroriste, une autre infraction pénale grave, ou d'y avoir participé, ou pour lesquelles il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables permettant à croire, sur la base d'une évaluation globale de la personne, qu'elles commettront une infraction terroriste, une autre infraction pénale grave. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas ici d'une personne qui a été condamnée ou même pas accusée pour une infraction terroriste, mais dont on peut croire qu'elles sont enclines à peut-être commettre une telle infraction dans l'avenir. Mais donc ces deux premières opérations sont principalement
dirigé vers le passé parce qu'on va voir s'il y a une concordance entre les données du demandeur et les données qui sont déjà recueillies dans d'autres bases de données, bien que cette 12e opération, qui consiste à la comparaison avec ETIAS Watchlist, elle repose sur une logique préemptive, parce qu'il s'agit de voir les personnes qu'on soupçonne de peut-être commettre une infraction à l'avenir. Et enfin, la 3e opération a pour objet d'évaluer les risques posés par les demandeurs à la lumière des règles d'examen, ou screening rules en anglais, c'est-à-dire d'un algorithme de profilage prévu par l'article 33 du règlement ETIAS. Donc c'est cette opération-là qui va nous intéresser en particulier. Si les données du demandeur correspondent à des indicateurs de risques spécifiques, l'unité nationale procède à une évaluation souveraine du risque de sécurité, d'immigration illégale et ou risque épidémique élevé du demandeur et en conséquence délivre une autorisation de voyage. L'unité nationale est tenue de procéder à une évaluation individuelle et elle ne peut en aucun cas prendre une décision automatique sur la seule base d'un résultat fondé sur des indicateurs de risques spécifiques. Mais vous avez soulevé une question tout à fait pertinente, comment ils vont faire? Donc voilà, on voit qu'en raison de ces biais d'automatisation, cette obligation paraît assez abstraite. Donc, ce qui nous intéresse particulièrement sont justement ces règles d'examen ou screening rules, c'est-à-dire l'algorithme de profilage. Avant d'essayer de comprendre comment le profilage fait par ETIAS fonctionne, permettez-moi de faire quelques remarques d'ordre plus général sur la notion du profilage. Donc, voilà. Schématiquement, le profilage consiste à faire une prédiction sur une variable cachée, la variable d'intérêt appelée aussi une variable cible, sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques d'un groupe de sujets qui sont fortement corrélés avec cette variable. Un philosophe de droit, Frédéric Schauer, propose un exemple compréhensif. Prenons l'exemple d'une règle qui interdit l'entrée au parc public de certaines races de chiens comme des pitbulls en raison de leur dangerosité. L'objectif de ces règles est de prévenir des accidents qui peuvent avoir lieu dans des parcs. Cette règle constitue une forme de profilage où la variable cachée est la dangerosité du chien et les critères corrélés est la race du chien. Une telle règle est justifiée par le fait qu'un pitbull est statistiquement plus susceptible de se comporter dangereusement par rapport à d'autres races de chiens. Cette mesure, basée sur la généralisation, vise donc à réduire les risques d'accidents dans les parcs, même si de nombreux pitbulls ne sont pas dangereux. Le profilage est donc une technique rudimentaire présente dans la vie quotidienne. Quelles que soient les technologies utilisées, son essence réside dans la détection des corrélations des modèles. Un chien, simplement parce qu'il a des traits physiologiques qui sont corrélés à la dangerosité, c'est-à-dire c'est un chien d'une race pitbull, se verra refuser l'accès au parc, même si on ne sait rien en fait sur les comportements individuels passés de ces chiens en particulier. Eh bien, dans le cas d'ETIAS, c'est pareil, même si ces comparaisons entre les chiens et les étrangers sont sûrement déplacées. L'objectif du système est d'empêcher l'entrée à certaines catégories des étrangers, par exemple ceux qui voudraient s'installer illégalement dans un des pays faisant partie de l'espace Schengen. Et ces penchants au séjour irrégulier, c'est la variable cachée, ou variable cible. Il reste à savoir, en fait, à partir de quels critères corrélés, quels proxys, nous pouvons déduire cette variable cible. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le profilage des migrations non algorithmiques, parce qu'en effet, le profilage des migrants n'est rien de nouveau. Cet exercice a été fait manuellement par des sociologues des migrations depuis des dizaines de décennies,
Et ces sociologues ont essayé de découvrir quelle catégorie de la population, quand, comment, pourquoi décide d'émigrer. Donc c'est comme ça qu'on constitue des profils migratoires. À partir du moment où la migration a commencé à être associée avec un risque qu'on aura intérêt de prévenir, la Commission européenne s'est intéressée à la production de ces profils migratoires et a mis en place en 2007 une sorte de standard commun pour l'élaboration des profils. Et vous pouvez voir ici un exemple d'un profil migratoire qui a été commandé par l'Union européenne, je crois, en 2017. Donc c'est le profil migratoire pour l'Éthiopie. Et donc on voit quels sont des risques particuliers qui peuvent pousser les Éthiopiens à émigrer, comment ils se placent en comparaison avec d'autres pays voisins. Donc on a les risques naturels, les risques socio-économiques, les risques vulnerable groups risk. Ensuite on peut voir quels sont les pays de destination que les Éthiopiens choisissent, dans le cadre de quelles procédures ils vont entrer. Donc, on voit qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir recours à des dispositifs algorithmiques pour profiler les migrants. Et donc, j'ai une autre question à vous poser. Qu'est-ce que ça change que le profilage n'est pas manuel, mais algorithmique ? Et l'humain ne peut pas avoir les biais? Aussi, mais l'algorithme, l'humain peut vérifier plus facilement ou demander à quelqu'un d'autre de l'aide alors. Pour l'algorithme, on peut envisager les tests algorithmiques, donc aussi essayer de détecter et éliminer les biais. L'algorithme pourra traiter plus d'éléments. Donc, effectivement, et ça, c'est un changement majeur que nous avons vu au cours des dernières décennies, avec l'apparition de l'Internet, des objets, des réseaux sociaux. On produit de plus en plus de données. En même temps, les capacités de stockage et de traitement de ces données augmentent. Et donc, on est à toute autre échelle, en fait, de profilage par rapport à ces profilages manuels. Et donc, en fait, autant que le profilage dit classique pouvait prendre en compte un nombre déterminé, plus restreint de variables, on peut prendre l'exemple de profilage de scoring, credit scoring, qui est fait par les banques pour évaluer la capacité de crédit des clients. Le profilage credit scoring classique prenait en compte des variables de base type par exemple la composition du ménage ou le niveau de revenus de la personne. Par contre, le profilage algorithmique, donc le credit scoring big data automatisé, peut prendre en compte d'autres variables, un nombre presque indéfini de variables, telles que, par exemple, vos empreintes digitales, l'histoire de vos achats en ligne, le temps que vous passez à lire les conditions d'utilisation de tel ou tel site, le nombre de vos amis sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Ces profils 2.0 sont donc très éloignés du profil du chien dangereux de Schauer, mais les principes restent les mêmes. Il s'agit de prédire sur la base des variables censées être des bons indicateurs statistiquement de l'information recherchée. Et donc, si on compare ETIAS avec ces nouveaux dispositifs de profilage, le profilage 2.0, on voit que ETIAS n'est pas vraiment, c'est ce qu'on pourrait appeler un black box. Autant que le nombre de données sera effectivement très grand parce qu'il s'agira d'analyser les demandes et de donner des milliers et des milliers de personnes, de voyageurs étrangers. Seulement 6 caractéristiques sociodémographiques de base seront prises en compte. Essayons donc d'entrer dans cette boîte noire
qui n'en est pas vraiment une, et voir en quoi consiste le profilage performé par les règles d'examen d'ETIAS. Tout d'abord, je voudrais juste formuler une remarque. Cette nomenclature des règles d'examen peut induire en erreur, parce qu'en fait, la notion des règles laisse présumer un critère précis, objectif et clair, alors qu'ici, il n'en est rien. Donc, plutôt d'une règle d'examen, on pourrait parler d'un algorithme du profilage qui reste quand même largement indéterminé. La nomenclature même du règlement que nous avons analysé est assez floue, parce que tantôt on parle des risques, ensuite des risques spécifiques, des indicateurs des risques spécifiques, et il est assez difficile de s'y retrouver. Et donc, face à cette imprécision quant au règlement, nous avons décidé de poser des questions à un nombre de parties prenantes. Donc, nous avons envoyé nos questions, et c'est aussi quelque chose qu'on vous recommande de faire dans le cadre de votre cas d'étude. Quand vous êtes face à des manques d'informations, n'hésitez pas à demander ceux qui peuvent savoir. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons envoyé des questions à EULISA, une agence européenne qui est responsable pour le développement de ces systèmes d'information, au Frontex, qui va accueillir l'unité centrale ETIAS, ainsi qu'à la Commission européenne. Les réponses qu'on nous a données n'étaient pas d'une grande aide. À titre d'exemple, EULISA, par exemple, a se réfugié derrière un secret en disant que l'algorithme est toujours en phase de conception et dévoiler des informations à ce titre, ce serait mettre une pression innécessaire sur le processus en cours. C'est une drôle de conception de démocratie où l'accès des citoyens aux informations, ce serait une pression innécessaire, mais soit. Et donc, malgré ce manque de transparence et le vocabulaire très flou utilisé dans le règlement, nous pouvons formuler plusieurs hypothèses fortes sur le fonctionnement des règles d'examen sur la base de la lecture de l'article 33 du règlement. Donc d'abord, plutôt que parler d'un algorithme unique, il semble plus approprié de décrire les règles d'examen comme un système décisionnel algorithmique complexe qui sera composé de divers algorithmes, y compris des algorithmes de systèmes experts et vraisemblablement des techniques d'apprentissage automatique mais supervisées. Ensuite, il convient de distinguer deux aspects. D'une part, les règles d'examen qui permettront d'associer la personne donnée à des risques spécifiques, et d'une autre part, les indicateurs des risques spécifiques, c'est-à-dire les profils des risques. En fait, nous ne savons pas grand-chose sur la manière dont ces profils des risques ou des indicateurs des risques spécifiques seront constitués. On sait qu'elles seront établies par l'unité centrale d'ETIAS, qui fait partie de Frontex, sur la base d'une ou plusieurs des informations suivantes, comme tranche d'âge, sexe, nationalité, pays et ville de résidence, niveau d'éducation, profession actuelle. Mais comment et sur quelle base les indicateurs de risque spécifiques seront définis? L'article 33, paragraphe 2, énumère 3 sources d'informations qui seront prises en compte pour déterminer quelle combinaison de ces caractéristiques sociodémographiques de base seront considérées comme à risque. Donc d'abord, ce sont les données fournies par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et les Centres européens de prévention et de contrôle des maladies, SCDC. Et donc en pratique, si l'OMS va envoyer à l'unité centrale une information qu'une épidémie a éclaté dans une telle ou telle région du monde, l'unité centrale va pouvoir définir un risque spécifique qui va déclencher un hit pour toutes les personnes qui viennent de cette région. Le règlement a été conçu avant le Covid, mais aujourd'hui, on peut facilement imaginer en fait quels sont les enjeux derrière. Deuxièmement, on a les informations fournies par les États membres qui concernent les données sur les taux anormaux de dépassement de séjour et de refus d'entrée, qui permettront de définir les risques spécifiques sécuritaires, épidémiques et en termes d'immigration irrégulière. Donc le champ est extrêmement large, on ne sait pas vraiment de quelles données s'agit-il.
les États membres sont déjà sous une obligation d'information envers les Frontex. Une des tâches principales des Frontex, c'est justement analyser les données et prendre des décisions sur la base des différentes tendances qui vont discerner dans les données sur les situations aux frontières qui sont fournies par les États membres. Enfin, et surtout, il y a des données statistiques produites par l'Entry Exit System et l'ETIAS. Donc, comme vous le savez déjà, l'Entry Exit System est un autre système d'information qui sera opérationnel en même temps que ETIAS, et il enregistrera des informations sur tous les citoyens non européens qui entrent sur le territoire de l'Union européenne pour un court séjour. Et donc, on y aura des données d'identité, la date d'entrée et de sortie. Ça va permettre à identifier des personnes qui n'ont pas sorti du territoire Schengen après l'écroulement d'un délai de leur autorisation de séjour, et donc d'identifier ce qu'on appelle overstayers, donc les personnes qui sont restées sur le territoire sans autorisation valable. Et donc, la corrélation de ces données de ETIAS et d'EES va servir à chercher des profils, des caractéristiques partagées par toutes ces personnes des overstayers. Est-ce que c'est clair? Très bien. Et donc, l'objectif premier de ETIAS, comme de tout autre système algorithmique du contrôle des frontières, est une rationalisation de ce contrôle migratoire. Et a priori, c'est une bonne idée parce que ce contrôle migratoire de l'Union européenne a fait objet de nombreuses critiques pointant du doigt, par exemple, son caractère discriminatoire, arbitraire. Mais est-ce que ETIAS arrive vraiment à atteindre cet objectif? Nous avons décidé de prendre un modèle qui est proposé dans un article fondateur de Barocas and Selps, Big Data Disparate Impact, qui est apparu en 2016. Ensuite, appliquer ces modèles sur le système d'information d'ETIAS pour voir d'abord si ETIAS ne produira pas de résultats arbitraires ou injustifiés. Ensuite, pour évaluer le potentiel discriminatoire de cet algorithme. Donc, l'article Big Data Disparate Impact est disponible sur l'université virtuelle. Il peut être d'ailleurs très utile pour votre étude de cas. Donc, je vous encourage de le lire, au moins lire la première partie où justement ce modèle est présenté et expliqué. Et avant d'aborder ces différentes étapes, je voudrais juste faire une précision sur les sens dans lesquels on utilise dans notre article le terme discrimination. Donc, il convient de distinguer entre les différents sens du terme discrimination. Casper Lippert-Rasmussen, un théoricien politique, dit que le terme de discrimination a un double sens. Selon ce premier sens, naître, discriminer, c'est juste distinguer, différencier. Et dans ce sens, la discrimination est une tâche première d'un algorithme. Dans notre cas, il s'agit de différencier entre les différentes catégories de passagers, de voyageurs, en raison de leurs caractéristiques. Comme le remarque Barocas et Selps, par définition, le data mining est toujours une forme de discrimination statistique et donc apparemment rationnelle. Ce premier sens est donc naître. Le second sens, moralement blâmable, du terme discrimination implique automatiquement une évaluation négative de cette distinction. Par conséquent, si les effets d'une distinction algorithmique dans un contexte politique et social particulier contredisent notre sens de justice, nous pouvons vouloir dénoncer une discrimination à ce deuxième sens. Pour qu'une telle plainte puisse se concrétiser devant un tribunal, il faudrait prouver une discrimination dans un troisième sens, juridique du terme, c'est-à-dire démontrer que ce traitement différencié affecte négativement des groupes protégés, poursuit un but illégitime ou est disproportionné. Et donc, mon objectif est
est de présenter les faits permettant de présumer que qu'il y a une existence de discrimination prima facie, c'est-à-dire pas forcément une discrimination au sens strict juridique du terme, comme c'est ce que je viens de vous présenter, le troisième sens du terme discrimination, mais juste comme le ferait une victime d'une décision négative, présenter un état des éléments qui peuvent renverser la charge de la preuve et montrer qu'il existe une sorte de présomption de discrimination. Je laisserai donc de côté les questions de l'objectif poursuivi légitime et de proportionnalité, surtout qu'on ne peut pas vraiment se livrer à un tel exercice de détermination de discrimination au sens juridique en abstrait avant que l'ETIAS soit opérationnel. En plus de ceci, je voudrais aussi remettre en question la rationalité et l'objectivité des discriminations dans le premier sens du terme, c'est-à-dire des distinctions qui sont opérées par l'algorithme, et montrer que cette distinction risque de reposer sur des données inexactes ou des représentations biaisées de la réalité et donc produire des résultats arbitraires. Enfin, ce modèle de Barocas et Selbst a un grand avantage de nous montrer qu'en fait, à chaque étape de conception algorithmique, il y a des choix à faire. Et ces choix ne sont pas neutres. Les choix d'apparence technique reflètent souvent des choix politiques sous-jacents et peuvent avoir des conséquences graves dans le domaine des droits des justiciables. Et donc, on va maintenant aller étape par ces 6 moments de conception algorithmique et parler des discriminations sur lesquelles des choix pris à ces étapes peuvent déboucher. Donc, on a d'abord la définition de la variable cible et des étiquettes des classes, ou problem specification. Ensuite, le choix des données d'apprentissage, training data, la sélection des caractéristiques, feature selection, choix des données indirectes, proxy, et masquage ou masking, c'est quand l'algorithme est utilisé de manière délibérée pour produire des effets discriminatoires. En fait, ETIAS nous fournit des exemples de toutes ces étapes, de toutes ces possibilités de discrimination algorithmique. Est-ce que j'ai encore du temps ou je devrais... OK, donc d'abord, la définition de la variable cible et des étiquettes des classes. Donc, toute l'art de data mining consiste à traduire un problème social complexe en une question formelle sur l'état ou la valeur d'une variable cible. Ce processus est appelé la spécification du problème. Comme nous l'avons vu, dans le cas d'ETIAS, la variable cible, ou autrement dit, ce que les mineurs de données recherchent, c'est un risque de sécurité, d'immigration illégale ou d'épidémie élevée, au sens de l'article 33 du règlement. Le terme étiquette de classe désigne une question dont l'objectif est de classer, ou dans notre cas, de prédire la valeur cible inconnue sur la base de la valeur des autres attributs. Ces étiquettes de classe correspondent aux indicateurs spécifiques des risques, tels qu'établis par l'unité centrale de ETIAS. Leur objectif est d'identifier les personnes présumées présenter un risque sur la base des caractéristiques que les voyageurs potentiels indiqueront dans les formulaires de demande, donc les données sociodémographiques de base. Définir quelle combinaison de ces caractéristiques constitue un risque d'immigration irrégulière est précisément la tâche que l'algorithme va essayer de résoudre. Donc, à titre d'exemple, cette étiquette de classe pourrait consister en question suivante. Est-ce que les femmes ukrainiennes entre 25 et 30 ans, provenant de villes de taille moyenne à l'est du pays, au chômage avec une éducation supérieure, constituent un risque d'immigration irrégulière? Et donc, Barocas et Selbst affirme que la discrimination peut apparaître même à cette première étape des conceptions algorithmiques, notamment lorsque la définition de la variable cible implique la création de nouvelles classes. En fait, à la différence des algorithmes qui cherchent par exemple à prédire les tremblements de terre,
à la différence des tremblements de terre, l'immigration illégale, ce n'est pas quelque chose qui existe en dehors de toute l'infrastructure juridico-technique qui cherche à la détecter. Et donc, en fait, les risques d'immigration illégale que ETIAS est censé détecter est en fait un artefact de la définition même du problème. ETIAS, qui fait partie de cette infrastructure légale de production de migration irrégulière, cherche à prédire quelque chose qu'il contribue lui-même à créer. Donc cette première étape, elle est peut-être un peu plus abstraite et théorique, mais on voit qu'en fait la manière dont la question est posée, la définition des variables cibles et des étiquettes des classes n'est pas neutre, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Ensuite, on a les données d'apprentissage. Donc, comme vous le savez, tout algorithme type data mining apprend à partir des exemples pour trouver les corrélations pertinentes. Benoît Friedman vous a parlé hier des chats et des chiens. Eh bien, ici, c'est pareil. On va donner des exemples annotés aux algorithmes et il va essayer de trouver les différentes corrélations à partir de ces exemples. Cela signifie que ETIAS, dont l'objectif premier est de détecter les voyageurs potentiellement dangereux, apprendra des données concernant les personnes qui ont été étiquetées comme dangereuses et donc arrêtées à la frontière dans le passé. Mais que se passe-t-il si ces données sur les contrôles et la détention aux frontières reflètent un fort biais dû à la nature discriminatoire de ces pratiques ou à une erreur systémique dans la collecte de données? Eh bien, le data scientist nous dit « garbage in, garbage out ». Ça veut dire que l'algorithme est condamné à reproduire, voire amplifier, les biais qui est encodé dans les exemples sur lesquels il va apprendre. Et donc, ça peut se passer de deux manières. Premièrement, si les biais jouent un rôle dans la qualification des exemples valides pour l'apprentissage, il sera reproduit par l'algorithme. Et donc, comme vous le savez, les indicateurs des risques seront déterminés, entre autres, par les statistiques fournies par les États membres concernant les taux anormaux de refus d'entrée. Mais si ces taux anormaux de refus d'entrée sont eux-mêmes façonnés par les pratiques discriminatoires des gardes-frontières, ETIAS est condamné à reproduire ces pratiques. Est-ce que vous avez déjà visité un grand aéroport international, comme Zaventem ? J'imagine. Est-ce que vous avez prêté attention à la manière dont s'effectuent les contrôles altératoires à l'aéroport? Quels sont les critères qui guident les officiers de la police aéronautique pour choisir telle ou telle personne qui fera objet d'un contrôle plus approfondi? Quels sont ces critères? Vous montrez le visage, ça veut dire la couleur des peaux, j'imagine. Et en effet, l'étude de l'Agence européenne des droits fondamentaux montre que 79% des gardes-frontières considèrent l'apparence ethnique comme un indicateur utile pour reconnaître les potentiels voyageurs irréguliers avant même de leur adresser la parole. À certains aéroports qui ont fait objet de cette étude, ce pourcentage atteint 100%. Et donc, si les gardes-frontières vont se laisser guider par les biais racistes dans leurs pratiques, et ensuite les résultats de ces pratiques, c'est-à-dire les taux anormaux de refus d'entrée ou de détention à la frontière, ce sont les données sur lesquelles l'algorithme va apprendre, eh bien, on peut s'attendre quels résultats ça va donner. Deuxièmement, nous disent Barocas et Selbst, si l'algorithme data mining tire des conclusions à partir d'un échantillon biaisé de la population, toute décision qui repose sur les conclusions qui repose sur ces conclusions peut systématiquement désavantager ceux qui sont sous-représentés dans l'ensemble des données. Et ETIAS nous donne, encore une fois, une parfaite illustration de ces cas.
Comme vous le savez déjà, ETIAS va se nourrir des données du système d'entrée et sortie, EES, concernant les taux anormaux du dépassement de séjour et des données d'ETIAS concernant les refus d'entrée pour déterminer les profils des voyageurs à risque. Si nous examinons de plus près le règlement EES, Entry-Exit System, qui lui-même renvoie au règlement Schengen, nous constatons que toute personne qui est restée sur le territoire après les 90 jours de séjour autorisé sera considérée comme un overstayer, c'est-à-dire quelqu'un en séjour illégal. Seulement les personnes ayant obtenu un titre de séjour définitif peuvent être ensuite rayées de cette liste overstayer détenue dans le cadre du système Entry-Exit System. Pour comprendre pourquoi cela peut poser des problèmes, prenons un exemple concret. Les Vénézuéliens, qui n'ont pas besoin d'avoir un visa pour entrer dans l'espace Schengen, donc ils font partie de cette population qui sera soumise au règlement ETIAS, demandent souvent l'asile une fois qu'ils arrivent déjà sur le territoire européen pour les raisons politiques qui, j'imagine, vous sont connues. Et donc, s'ils font cette demande d'asile, ils vont rester sur le territoire Schengen jusqu'au moment où cette demande sera examinée. C'est ce qui peut prendre en Belgique, par exemple, jusqu'à 4 ou 5 ans. Ça arrive. Mais attention, dans le système EES, ils seront identifiés comme overstayers, donc des personnes en situation irrégulière, à partir du 91e jour de leur entrée. On voit donc que ETIAS va identifier comme des personnes irrégulières, en situation irrégulière, des personnes qui, de point de vue juridique, sont dans un séjour précaire, mais tout à fait légal. On a donc un biais qui est encodé dans l'algorithme. Mais ce n'est pas tout. Le nombre croissant de refus d'autorisation des voyages peut avoir des conséquences. La première a une augmentation des tentatives de franchissement non autorisées de la frontière par les Vénézuéliens qui se sont vus refuser l'autorisation d'entrée, mais ont décidé de fuir quand même. Et donc, si on a le nombre plus élevé de refus d'entrée, cette information sera encore prise en compte par ETIAS quand on aura une surreprésentation des Vénézuéliens dans les statistiques des refus d'entrée. La deuxième conséquence, c'est la diminution du nombre d'entrées autorisées enregistrées par ETIAS. Le système ETIAS va arrêter de donner les autorisations de séjour d'entrée à des Vénézuéliens, et donc ils seront sous-représentés dans les statistiques d'entrée autorisées. Et donc ils seront, et comme on vient de le voir, toute population qui est sous-représentée dans les données d'apprentissage peut ensuite faire objet d'un traitement désavantageux par l'algorithme de prise de décision. On est donc face à une sorte de feedback loop, une sorte de boucle de rétroaction de prédictions autoréalisatrices. Passons à la troisième étape. Je vais peut-être aller un peu plus vite parce que c'est moins technique. Donc, le biais peut également se produire au stade de la sélection des caractéristiques, c'est-à-dire le processus de sélection d'un sous-ensemble de caractéristiques pertinentes, des variables prédicataires à utiliser dans la construction du modèle. Donc, il faut savoir que les données ne sont qu'une forme très simplifiée de représentation de la réalité et bien évidemment, la réalité migratoire est beaucoup plus riche et ne pourrait pas être réduite à 6 données socio-économiques, sociodémographiques et économiques que ETIAS prend en compte. Et donc, il y a des différentes caractéristiques que ETIAS ne prend pas en compte, comme par exemple la situation familiale, comme par exemple handicap ou la connaissance du langue des pays où on cherche venir ou la possession des biens immobiliers. Tous ces facteurs peuvent avoir une incidence sur le penchant d'une personne ou pas à immigrer, mais ne sont pas pris en compte par ETIAS. Donc, juste pour mettre les choses au clair, en fait, nous ne plaidons pas pour l'inclusion de plus grand nombre de caractéristiques dans
le dispositif des règles d'examen, mais nous voulons juste remettre en cause l'objectivité, la rationalité des résultats que ces règles d'examen peuvent donner. Ensuite, nous avons le quatrième élément dont vous avez déjà entendu parler, c'est le choix des données constituant des proxys. Donc la discrimination proxy, la discrimination par proxy, fait référence au fait que les algorithmes peuvent systématiquement désavantager les membres de certains groupes vulnérables protégés, même lorsque les caractéristiques protégées ne sont pas saisies comme variables. Cela se produit souvent lorsqu'un modèle peut facilement détecter d'autres variables et des points de données neutres qui sont fortement liés à ces caractéristiques protégées. Par exemple, dans certains pays, on n'a pas besoin d'avoir accès aux données relatives à l'origine ethnique de la personne. On peut facilement les déduire à partir, par exemple, de son niveau de revenus de résidence, parce qu'il y a des quartiers qui vont regrouper uniquement des personnes de cette origine ethnique qui est fortement corrélée avec la classe sociale. La notion de proxy discrimination semble donc particulièrement pertinente pour appréhender les risques de biais dans le profilage performé par ETIAS. Et donc, même si le règlement lui-même nous assure que les indicateurs de risques spécifiques ne peuvent en aucun cas être basés sur les données sensibles telles que l'origine ethnique, la race, les caractéristiques génétiques, etc., en fait, ça ne protège pas du fait que les personnes qui appartiennent à ces catégories peuvent être traitées défavorablement par l'algorithme. Et ceci pour deux raisons. Premièrement, l'appartenance à une classe protégée peut être encodée dans d'autres données. Ainsi, la prétendue race ou l'origine ethnique peuvent être déduites d'autres données non suspectes, telles que la nationalité, les lieux de résidence, le niveau d'éducation, sur lesquels les indicateurs de risque spécifiques peuvent bel et bien être basés. Et deuxièmement, de manière plus générale, même un modèle parfaitement précis du risque d'immigration irrégulière sera discriminatoire sur la base de la race en raison de la réalité racialisée ou raciste qu'il décrit. En fait, des faits, la plupart des personnes en séjour irrégulier dans les pays européens appartiennent à des minorités ethniques. Donc il est rationnel pour l'algorithme de prendre en compte, d'encoder la race ou l'origine ethnique lors du traitement de leurs données. Et cela nous amène au dernier et le sixième point de Barocas et Selbst, qui nous disent que les algorithmes peuvent également être utilisés intentionnellement à des fins discriminatoires. En fait, toute discrimination commence par une distinction. C'est ce que ETIAS fait. ETIAS va distinguer entre des groupes de voyageurs auparavant indiscernables, au moins systématiquement, par le système juridique hiérarchique de la mobilité mondiale. Pour mieux comprendre ces points, je voudrais revenir sur l'objectif de l'établissement d'une autorisation de voyage pour les ressortissants des pays tiers exemptés de visa. Dites-moi, en fait, pourquoi certains voyageurs sont exemptés des visas et d'autres non? Pourquoi certains ressortissants ont besoin de visa pour pénétrer dans l'espace Schengen et d'autres n'en ont pas besoin? Ce n'est pas une question technique, c'est une question de bon sens. Oui. Les relations diplomatiques entre les pays, en effet, mais ici je pourrais faire un pas en arrière et dire pourquoi les relations diplomatiques entre les pays sont structurées de telle manière que finalement certains pays vont avoir obligation de ces visas et d'autres non. C'est une question peut-être trop évidente pour y répondre comme ça. Mais en fait, le système de visas de l'Union européenne a été un outil clé de l'inclusion sélective et différenciée. On a besoin de mettre cette obligation de visa
à certains pour pouvoir refuser justement l'entrée de voyageurs qu'on ne voudrait pas voir sur le sol européen. C'est si simple que ça. Et il suffit de regarder la carte représentant les pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation des visas pour constater qu'elle reflète approximativement, à l'exception de certains pays de l'Amérique du Sud, les clivages entre le nord global et le sud global. On pourrait donc dire que l'obligation des visas est essentiellement une présomption d'indésirabilité dans l'espace Schengen. Néanmoins, avec la mondialisation en cours, nous avons de plus en plus de premier monde dans le troisième monde et du troisième monde dans le premier monde. Et ceci appelle pour l'individualisation des restrictions des voyages. Et c'est l'objectif premier du système des visas qui permet à certains ressortissants privilégiés des pays généralement plus pauvres d'accéder à cette infrastructure de mobilité mondiale. Et ETIAS, qui est une sorte de visa light, opère une individualisation analogue pour les ressortissants des pays exemptés de visas. Avec son entrée en vigueur, les citoyens pauvres et racisés des pays relativement plus riches peuvent se voir refuser l'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen pour des raisons individuelles, malgré la présomption générale de leur appartenance à un groupe de voyageurs désirables. Et donc, loin d'être un simple outil d'exclusion aveugle, ETIAS est en réalité un instrument d'inclusion sélective et différenciée qui stimule la mobilité transfrontalière de certaines catégories de voyageurs et restreint les droits d'entrée des voyageurs indésirables. Et cela m'amène à la conclusion. Donc pour conclure, l'étude détaillée d'ETIAS nous a permis de confronter les discours de l'Union européenne sur l'AI digne de confiance, Trustworthy AI, avec son utilisation de l'intelligence artificielle dans la gestion des migrations. Nous avons vu donc que la notion de Trustworthy AI a des frontières qui sont clairement délimitées et elle change de sens dépendamment du côté de la frontière dans lequel nous nous posons. Michel Foucault affirmait dans La sécurité, territoire et population que la liberté n'est rien d'autre que le développement corrélatif des appareils de sécurité. Aujourd'hui, on pourrait dire que la confiance, Trustworthy AI, n'est rien d'autre que le développement corrélatif de l'évaluation systémique des risques. Donc, merci beaucoup et j'attends vos questions.